à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler médias, on va faire le débrief, le top et flop audience télé de la semaine du 5 avril. Pourquoi je précise bien télé? Parce que normalement cette semaine on a les audiences radio et comme d'habitude on fera un débrief également des audiences radio. Comme d'habitude également on aura le baromètre Access, le bilan global des chaînes et puis top et flop. Ça, vous en avez l'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important, je le dis tout le temps. C'est que je la rabâche pour améliorer la visibilité de celle-ci. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, là c'est vraiment pas obligatoire, autant l'abonnement je force, autant sur la cloche. Ça c'est vraiment pour des questions pratiques. Comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne avec les petites notifications. N'hésitez pas également à réagir dans les commentaires, à me dire si vous avez regardé ou non la télévision, ce que vous avez pensé de ce que vous avez regardé à la télévision et des audiences que je vais vous annoncer aujourd'hui. Puis n'hésitez pas à réagir, à mettre un pouce bleu également, ça fait toujours plaisir. Allez, on commence tout de suite par les tops. Et du côté des tops, je commence avec France 3, mardi, avec La Stagiaire, 4 299 000 téléspectateurs, 17,1% de part de marché. Alors vous allez me dire, en termes de pourcentage, c'est pas si incroyable que ça. Sur France 3, il y a mieux. Vous allez me dire également qu'en nombre total de téléspectateurs, c'est pas si incroyable que ça pour France 3. Alors déjà, France 3 est en difficulté en ce moment. Et en plus, il y avait une grosse concurrence. Vu que mardi, vous aviez des beaux programmes sur la TNT, je reviendrai sur un de ces programmes également plus tard. Il y avait du côté de M6 Pékin Express, vous aviez sur TF1 The Resident et vous aviez sur France 2 Rendez-vous en Terre Inconnue, mais Rendez-vous en Terre Inconnue en France, avec Ahmed Silla. Donc il y avait quand même pas mal de programmes importants. Et c'est vrai que La Stagiaire finit en tête des audiences, s'en sort très très bien, même s'il y a une petite perte d'audience par rapport aux semaines précédentes, mais encore une fois, très grosse concurrence sur ce mardi-là. Programme qui, encore une fois, j'ai du mal à comprendre pourquoi ils ont décidé de mettre Capitaine Marlowe sur France 2, alors que La Stagiaire était peut-être plus bankable pour France 2, qu'il y a d'autres séries qui sont un peu moins, pour moi, dans l'image France 3 Terroir. Après, c'est des choix, pour l'instant ça marche plutôt bien pour Capitaine Marlowe sur la 2. On le verra un peu plus tard dans cette vidéo, donc grosse concurrence, beau score, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Je continue avec mardi, C8. C8 qui faisait un prime avec Greg Guillotin et le Pierre Gendre de la caméra cachée, 833 000 téléspectateurs, 3,3% de part de marché. Très bon score pour C8. En prime time, c'est plus longtemps qu'ils n'avaient pas fait aussi bien avec du contenu créé par leurs petites mains. Bon, moi, vous le savez, j'aime pas trop les canulars et je suis pas un grand fan des canulars téléphoniques, mais je suis pas un plus grand fan des caméras cachées. Donc, c'est vraiment pas ma cam. Voilà. Greg Guillotin, j'ai jamais trouvé ça hyper drôle, mais même quand c'était pas Greg Guillotin, hein, quand c'était d'autres, j'ai jamais été fan des caméras cachées. Donc, ouais, ça fait un bon score. L'avantage en plus, c'est qu'avec, c'est pas un programme qui coûte très cher à faire. Parce qu'une caméra cachée, bon, ça demande un petit peu d'équipement, mais en fait, en termes de caméra, ça ne demande pas de caméraman. Donc voilà, vous économisez plein de salaires. Ce qui fait que les caméras cachées, c'est plutôt quelque chose de très rentable pour la télévision. Après, je peux pas vous parler parce que j'ai jamais vu une caméra cachée de Greg Guillotin. Je sais juste qu'il y a un moment, il y avait eu une polémique parce qu'il avait pris des vrais comédiens pour faire soi-disant des gens lambda. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est toujours un petit peu problématique, hein, on va dire. Après, c'est un protégé de Cyril Hanouna. Je sais que Cyril Hanouna, on est plutôt très fiers. Mais j'ai jamais, enfin, très clairement, c'est vraiment pas ce que j'apprécie à la télévision. Donc, je ne peux pas plus en dire. C'est bien, on commence bien hein, sur cette vidéo de programme dont je parle pas énormément. Comme ça nous fera une vidéo courte. On continue avec mercredi M6, Top Chef, 3 139 000 téléspectateurs, 15% de part de marché. Ça marche toujours aussi bien, Top Chef. Ça n'a pas fait 15, j'ai dû me gourer hein, sur la part de marché. Il faudrait que je vérifie. De toute façon, il y a maintenant les inserts. Là, ça va être vérifié, Top Chef. J'ai un gros doute sur les 15% de part de... Ça devait être plutôt 13. Ça marche toujours aussi bien Top Chef en prime time. Ça ne s'est pas écroulé au fur et à mesure des semaines. Donc ça, c'est très très bien pour M6 qui enchaîne en ce moment extrêmement fort M6. Mais du côté de Top Chef, il y a en plus une vraie
une vraie originalité pardon, cette année sur les épreuves. C'est-à-dire qu'il y a une vraie réflexion. Et ça, je trouve que c'est bien parce qu'on voit que le programme ne s'endort pas. C'est-à-dire qu'il y avait eu des gros changements dans Top Chef. Les premières saisons de Top Chef étaient très différentes de ce qui se passe aujourd'hui. Ensuite, il y avait eu la fameuse guerre des brigades. C'est vrai que ce qui avait vraiment redonné un coup de fouet au programme, il faut le dire. Et là, c'est vrai qu'on a des épreuves vraiment d'un très très grand standing, avec des thèmes imposés qui sont pas forcément faciles. Alors certes, avant vous aviez des épreuves où moi je pouvais reproduire les recettes. Aujourd'hui, c'est très clairement plus le cas. C'est très technique, c'est impossible à faire à part si vous avez fait cuisinier. Mais par contre, la télé c'est aussi l'image. Et là, l'image, c'est excellent. Ça passe très très bien, je trouve, à l'image. Alors, il faut aimer les émissions de cuisine. Et puis ce que j'aime bien également dans Top Chef, c'est que on n'essaye pas de créer des faux clashs, on n'essaye pas de créer des fausses histoires. C'est vraiment ce qui se déroule dans le jeu. C'est pour ça que Top Chef, pour moi, c'est pas une émission de télé-réalité. De base, au départ, c'était une émission de télé-réalité. Et c'est vrai que si vous regardez la saison 1 de Top Chef, il y a un petit côté télé-réalité. Déjà parce que les candidats vivaient tous ensemble, il y avait un truc où on les voyait presque vivre à la maison. Mais aujourd'hui, Top Chef, c'est un vrai jeu, et un vrai jeu comme un jeu d'aventure, on pourrait dire, une aventure culinaire dans ce cas-là. Et ça marche. Cette année, ce qui est très très fort, c'est que ça ne s'écroule absolument pas. C'est-à-dire que les fans de Top Chef restent, et tous les mercredis, malgré le fait que vous ayez des séries, enfin des téléfilms sur France 2, que vous ayez également SWAT en ce moment, mais il y avait Grey's Anatomy avant. Bon, c'est vrai que Grey's Anatomy, ça marche plus des masses à la télévision, mais également sur la TNT, il y a des bons programmes. Top Chef ne s'écroule pas, et ça, c'est très très fort. Et je termine du côté des tops avec vendredi France 2 Capitaine Marlowe. Donc 6 291 000 téléspectateurs, 25,2% de part de marché, ça je vais vérifier. C'est Top Chef, j'ai dû m'endormir à un moment en écrivant mon texte. Toujours devant Koh-Lanta, donc ça c'est très très bien de la part de Capitaine Marlowe. Même si en une semaine on a perdu 300 000 téléspectateurs et un point de part de marché, c'est toujours excellent pour France 2. Pour le vendredi soir, c'est même plus fort que ce que pouvait réaliser Cécile Bois avec Candice Renoir quand Candice Renoir était face à Koh-Lanta. Moi, je vous l'ai déjà dit, je suis pas un fan de Capitaine Marlowe et je suis encore moins un fan de Corinne Massiaro. Et comme moi, je fais partie des gens qui ne séparent pas l'homme de l'œuvre, contrairement à d'autres, ni le sportif des agissements qu'il a en dehors des terrains de sport, eh bien j'ai beaucoup de mal avec... moi je peux pas regarder, très clairement, Corinne Massiaro. Si je dis ça pour Polanski, je peux pas le dire pour d'autres... négliger cet aspect-là pour d'autres. C'est-à-dire pour Polanski, moi je regarde pas des films de Polanski parce que je trouve que Polanski est un connard, que ce qu'il a fait c'était pas bien. À l'inverse, j'écoute des titres de Noir Désir parce que Noir Désir, il y a eu un jugement derrière et qu'il a fait de la prison. Après, il y a eu un jugement derrière. Donc j'écoute des titres de Noir Désir. Ça, je le dis. Même si c'est pas le groupe que j'écoute le plus au monde. Il ne faut pas non plus aller dans l'autre sens. Mais Capitaine Marlowe, Corinne Massiaro, dans un registre bien moindre, je ne supporte pas la personne. Pour moi, la personne fait des trucs qui sont inadmissibles en termes de comportement. Donc voilà, après c'est mon avis. Mais je suis quand même assez surpris avec Capitaine Marlowe. J'en ai parlé dans les commentaires la semaine dernière. Au niveau de Capitaine Marlowe, c'est que le programme est énormément critiqué sur Twitter. Ce qui normalement est signe quand même. Normalement, ça marche très bien. District Z, par exemple, s'était fait défoncer la gueule sur Twitter lors de la première soirée. Les audiences avaient été très mauvaises, surtout à partir de la deuxième, et même sur la première soirée, ça n'avait pas été un score incroyable. Et puis on avait vu que les experts qui ont les heures, qui ont les audiences heure par heure, avaient vu que la première heure s'en était bien sortie, qu'à chaque pub, on perdait genre 500 000 personnes. Mais dans le cas de Capitaine Marlowe, les commentaires sur Twitter sont très mauvais. Alors je sais pas si c'est parce que derrière vous avez la fachosphère ou la bobosphère qui n'apprécie pas ce programme, mais les audiences sont toujours aussi bonnes. Alors que sur d'autres programmes, par exemple The Voice, se fait pas mal défoncer en ce moment sur Twitter et les audiences sont en baisse de The Voice. Et bien pour Capitaine Marlowe, ça ne respecte absolument pas cette théorie de défonçage sur Twitter, et à l'inverse, ça fait des bonnes audiences à la télévision. Donc
chapeau France 2. Moi, j'avais été assez critique avec France 2. Il s'avère que je me suis planté sur Capitaine Marlowe et le changement de chaîne. Je pensais que ça aurait un impact fort et au final, l'impact n'a été que très minime. Pardon. Sur les audiences, on passe au flop. Je commence avec mercredi, France 2, téléfilm Vulnérable. 2 660 000 téléspectateurs, 11,3% de part de marché. Ça parlait d'une assistante sociale, je crois, qui gérait les enfants migrants. C'était avec Léa Drucker. Score assez moyen. Ça a fait à peu près les mêmes scores que la série La Philo, selon je sais plus quoi, là, qui n'était pas d'un très bon niveau non plus. C'est un score qui est très moyen pour France 2. Est-ce que c'est Léa Drucker? C'est vrai que c'est pas forcément la comédienne la plus bankable. Léa Drucker, c'est pas forcément la comédienne la plus connue. Est-ce que c'est le sujet qui aujourd'hui n'intéressait pas? C'est vrai qu'il y a eu plein de trucs sur les migrants à un moment. Peut-être eu une overdose. On en parlait énormément dans l'actualité il y a, avant la Covid, mais il y a 3-4 ans. C'est vrai qu'il y a peut-être eu une overdose derrière. C'est peut-être tout simplement que les gens ne voulaient pas voir ça à ce moment-là, ou tout simplement qu'ils ont trouvé que c'était pas très intéressant. Ça a été également assez peu médiatisé par France 2 en interne. Sur les bandes annonces, avant les émissions, il y avait assez peu de contenu là-dessus. Donc ça a peut-être non plus pas aidé un téléfilm qui était sur un sujet qui était peut-être moins porteur qu'il y a 4-5 ans, où il y avait eu la fameuse photo de cet enfant syrien sur une plage turque, je crois, voilà, la tête dans le sable. Il y avait tout un truc sur les enfants migrants. Ça rapporte moins aujourd'hui à la télévision, mais dans la tête des gens, c'est la Covid, et peut-être que ça, c'est moins intéressant. Je continue au niveau des flops avec le deuxième flop de la semaine. C'est jeudi, RMC Découverte. Top Gear France, j'en ai déjà parlé la semaine dernière avec Luc Alphon, notamment 350 000 téléspectateurs, 1,5% de part de marché, une baisse de 0,7 points par rapport à la semaine dernière, et 150 000 téléspectateurs égarés. Alors déjà que la semaine dernière, j'avais dit que ça avait fait un très mauvais score pour un lancement de Top Gear France. Les lancements de Top Gear France, c'était minimum 650 000, 700 000 téléspectateurs, voire des années, on était à 850 000. Je me souviens d'une année où ils avaient fait un énorme score par rapport à ce qu'ils font d'habitude à RMC Découverte. Là, c'est même en dessous de la moyenne de RMC Découverte, vu que la moyenne d'audience de RMC Découverte est à... là, je crois qu'elle était à 2,1. Donc, ils sont en dessous des 2,1%, assez largement. Vu le coût du programme, ça commence à être très craignos. Pourtant, il y avait du monde à la télé jeudi soir. Il y avait quand même des téléspectateurs. Léo Mattei a fait, je sais plus, 5,9 millions ou un truc comme ça. Donc il y avait du monde devant la télévision. Mais là, Top Gear France, alors est-ce que c'est le fait d'avoir mis Luc Alphon qui ne plaît pas aux gens? Peut-être tout simplement que la première émission a déçu les gens. Ou peut-être que c'est une émission qui ne convient plus à son époque. Enfin, je ne sais pas. Il y a peut-être des choses à étudier sur l'échec quand même, pour moi, pour le moment, de cette saison de Top Gear France. Puis je termine avec samedi TF1, The Voice qui n'a fait que 4 599 000 téléspectateurs, 21,6% de part de marché. Le syndrome battle, je dirais. Numéro 1 quand même sur les cibles, 38% sur les 4-14 ans, 36% sur les 15-34, 41% sur les 25-34, mais on est quand même en baisse, même sur les cibles. C'est toujours le syndrome des battles, c'est-à-dire que là, je crois que c'était la 3e soirée de battle. On sait que dans The Voice, c'est un moment faible du programme. Il faudrait peut-être changer ce truc-là, parce que c'est vrai que les battles, ça n'a jamais marché. Et que c'est pas qu'en France, même à l'étranger, c'est toujours une période un peu faible. Pourquoi? Parce que des fois, vous avez des choix de son qui sont assez surprenantes. Vous avez des choix également de binômes, parfois qui sont très surprenants de la part des coachs. Alors je sais pas si c'est imposé par les coachs, vraiment, si les coachs ont totale liberté pour faire ces choix-là, ou si la production derrière dit non, tu mettras lui avec lui. Je sais pas trop comment ça se passe de ce côté-là. S'il y a des gens en interne qui travaillent chez The Voice qui peuvent l'indiquer, ou qui ont participé à The Voice, ils peuvent l'indiquer dans les commentaires. Mais les battles, t'en as peut-être une ou deux de bonnes sur les 3 ou 4 soirées de battle. Donc c'est un peu pauvre.
Et puis, il y a un enchaînement de polémiques en ce moment autour de The Voice. Là, vous avez Marc Lavoine qui a engueulé certains de ses candidats. Il y a eu Vianney aussi. J'ai l'impression que Vianney n'a pas compris vraiment les règles de The Voice, n'a pas compris ce qu'était l'émission The Voice. Mais c'est pas l'ambiance sympathique qu'on a l'habitude dans The Voice. Alors que cette année, je pense que les gens ont envie de programmes bienveillants et sympathiques. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que les gens se barrent, parce que on n'a que des clashs en ce moment dans The Voice. Plus l'affaire avec The Vivi, le rappeur qui avait tenu des propos sur les réseaux sociaux totalement inadmissibles. Eh bien, on commence à enchaîner pas mal de casseroles et les gens désertent, j'ai l'impression, le programme. Alors, on verra si ça reviendra au moment des primes. Peut-être pas. Peut-être que si, on verra. On passe au baromètre Access. 16 minutes de vidéo, on va faire plus court que les dernières. Du côté du baromètre Access, n'oubliez pas les paroles. C'est compliqué en ce moment pour n'oublier pas les paroles. Ça fait 3 semaines que je dis ça. Deuxième semaine d'affilée en dessous des 4 millions de téléspectateurs sur toute la semaine. Entre 3,7 millions et 3,9 millions. Désormais en bagarre avec Demain nous appartient. Des fois, Demain nous appartient a réussi à battre N'oubliez pas les paroles, ce qui n'était pas arrivé depuis quasiment le mois de septembre. Donc voilà. Malgré tout, est-ce que Demain nous appartient fait des bonnes audiences? Non. Ils sont même, je dirais, plutôt dans leur moyenne faible. Demain nous appartient, entre 3,8 millions et 3,3 millions. Et puis en plus, c'est assez régulier, comme vous pouvez le voir. Quotidien, irrégulier cette semaine. Quotidien, il y a eu des... C'était une semaine où on était habitué ces derniers temps à ce que Quotidien soit aux alentours de 2 millions de téléspectateurs, 2 millions 100 000, sauf le vendredi. Et bien là, même le lundi, ils ont fait qu'1,8 million. Donc on va dire que c'était aux alentours des 2 millions, mais quand même en baisse par rapport aux semaines dernières. Et puis le vendredi, toujours ce problème du vendredi avec Quotidien, mais un programme qui est trop élitiste le vendredi. Par exemple La Mondaine ou les groupes de musique qui sont invités, c'est pas très rassembleur, il faut quand même se le dire. C'est à vous qui a retrouvé un petit peu des couleurs par rapport à la semaine dernière, 1 300 000 téléspectateurs. On rappelle que la semaine dernière, on était aux alentours d'1 100 000. Ça a été un petit peu compliqué. Il y avait le changement d'heure la semaine dernière, donc les gens ont retrouvé leurs habitudes. TPMP dans sa moyenne haute, aux alentours d'1,5 million de téléspectateurs, et surtout l'écart qui s'est vraiment réduit avec Quotidien à certaines journées où c'était touche-touche, ce qui n'était pas arrivé là depuis plus d'1 an, pour Cyril Hanouna qui était battu assez régulièrement et souvent à plat de couture par Yann Barthès. On continue avec la meilleure boulangerie de France qui a également retrouvé des couleurs, qui est revenu à son niveau le plus haut de la saison, avec aux alentours de 2,5 millions de téléspectateurs sur quasiment toute la semaine, en étant assez régulier au niveau des audiences. C'est très fort, ça marche toujours bien. Moi je vous le dis, c'est un programme que j'aime plutôt bien, la meilleure boulangerie, parce que dans ces programmes de jeux où les candidats, de jeux qui durent une semaine, voilà, comme Chasseur d'appart, 4 mariages pour une lune de miel, ou tous ces programmes-là, je trouve que c'est celui qui ressemble le plus à un jeu, où il y a le moins de clash, de trucs dans tous les sens. Les gens viennent juste là pour montrer leur savoir-faire et montrer leur technicité, leur boutique. Par contre, un programme où il y a des clashs dans tous les sens, les Marseillais. Les Marseillais qui restent à peu près stables, entre 720 000 et 874 000 téléspectateurs. Ils avaient commencé au million. Il y a eu l'affaire du boycott avec cette affaire de sorcellerie, Carla Moreau, j'ai absolument rien compris, mais il y a les gens qui sont bien écharpés sur Twitter, et puis là c'est revenu un peu plus haut. Il y a quand même des gens qui se sont écharpés pour des trucs de sorcellerie. Il faut savoir qu'en plus, moi j'habite à côté de l'ancien, pas très loin, à une trentaine de minutes, d'un ancien musée de la sorcellerie. Donc autant vous dire que j'étais dans une région, le Berry est assez connu pour avoir été une terre de sorcières. Si Carla Moreau veut y aller, j'ai absolument rien compris à cette affaire. Avant, la télé-réalité, c'était des mecs qui couchaient ensemble dans une piscine. Maintenant, c'est des gens qui se lancent des sorts. Je croirais dans Harry Potter. Bon, on passe au bilan global. Du côté du bilan global, TF1 qui a fait le yo-yo cette semaine. Et surtout le yo-yo en baisse, grosse baisse de la part de TF1. Simplement 19,5% de part de marché, en baisse de 1,3 points. Alors il faut quand même rappeler qu'à la semaine dernière, France 2 s'était quand même bien pété la gueule en prime. Donc j'ai envie de dire qu'il y a un rééquilibrage un petit peu des forces en présence. Mais la chute est quand même assez importante. Comme vous l'avez compris, France 2, lui, a été un peu plus en forme.
avec 14,6% de part de marché, 0,9 points d'augmentation par rapport à la semaine dernière. Du côté de France 3, là on commence aussi à être à un niveau très craignos, très faible du côté de France 3, à seulement 8,5% de part de marché, une baisse de 0,4 points. Et c'est M6 qui en profite, une légère hausse du côté d'M6, mais surtout M6 a atteint un peu un score historique, j'ai envie de dire, 10%. Je crois avoir indiqué sur les top et flop de début d'année, voire peut-être même de l'année dernière, et j'avais dit, j'ai l'impression, M6, je pense, va être très très fort à partir de janvier et peut-être jusqu'en juin. Parce que j'avais dit, ils enchaînent, tous les programmes qu'ils n'avaient pas pu enregistrer l'année dernière à cause de la Covid sont en train d'arriver en masse. C'est-à-dire, vous avez Pékin Express, vous avez Top Chef, vous avez tout. Et l'été prochain, il y a encore la meilleure boulangerie de France et L'amour est dans le pré. Qui sont encore deux programmes très forts. Le meilleur pâtissier en plus qui sera présenté par Marie Portolano en direction de Canal+. Donc j'ai l'impression quand même que M6, les 10%, il va falloir s'y habituer dans les semaines à venir. C'est dommage encore une fois qu'à part la meilleure boulangerie de France et Objectif Top Chef, ils n'aient pas un vrai access. C'est vrai qu'ils ont un vrai trou à cette heure-là en termes de programme. Il faudrait qu'ils arrivent à trouver des choses innovantes, à amener des nouveautés à cette heure-là. Audience du côté de la TNT plutôt stable. Stable haut, je dirais, du côté de la TNT, un petit peu comme la semaine dernière, c'est pas vraiment redescendu. Sauf RMC Story. Alors, deuxième mauvais point pour RMC, pour le groupe Altis, avec une baisse de 0,2 points et on est aux alentours de 1,4% de part de marché. Donc quand vous perdez 0,2 points, ça fait quand même ça fait quasiment 20% de part de marché de perdu du côté de RMC Story, donc ça fait quand même un peu beaucoup. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.